rencontrons Guillaume Coursat, donc spécialiste technicien à la Fédération de la chasse 74. Donc bonjour. Bonjour. Tu peux nous expliquer en quelques mots en quoi consiste ton métier? Alors moi je suis technicien à la Fédération des chasseurs de la Haute-Savoie. Donc mon métier c'est, on est dit gestionnaire de la faune sauvage. Donc on a une compétence pour gérer la faune sauvage et particulièrement la faune sauvage gibier, puisqu'on travaille pour le compte des chasseurs du département. La Fédération départementale des chasseurs, elle fédère 8500 chasseurs sur tout le département de la Haute-Savoie. Donc moi je suis technicien et on est 4 techniciens à la Fédération des chasseurs. Je m'occupe d'un quart du département, dont la vallée des Aravis, secteur qui nous concerne aujourd'hui. D'accord, très bien. Alors donc je vais te poser plusieurs questions donc, sur notre thème concernant la faune. Donc le premier thème sera l'impact des activités en pleine nature sur la faune sauvage. Ouais. Donc pour commencer, selon toi, quelle est l'activité qui impacte le plus la faune sauvage? Alors, dans le massif des Aravis, comme dans bien des massifs en Haute-Savoie, on est sur des espaces qui sont très prisés par les activités de pleine nature. En hiver, on a bien évidemment les sports de glisse plus la raquette à neige. Et pendant la belle saison, on a le VTT, l'escalade, la randonnée et même les sports d'équitation qui sont peut-être un peu moins pratiqués. Donc toutes ces pratiques font qu'on a beaucoup de personnes qui fréquentent le milieu naturel à des périodes assez sensibles pour la faune sauvage, puisque ce sont généralement les espèces au printemps et en été, elles sont en période de reproduction, et en hiver, c'est généralement la période la plus difficile pour ces espèces, donc c'est des périodes où elles ne doivent pas être dérangées sous peine de périr. Alors quelles sont les activités les plus impactantes? J'allais dire qu'en fonction des activités et en fonction des milieux dans lesquels elles sont faites, eh bien, on a des espèces qui sont inféodées à ces milieux. Et si l'escalade est une pratique qui va davantage impacter les espèces dites rupestres, c'est-à-dire qui nichent dans les falaises, la pratique du ski, elle, eh bien, va impacter les espèces qui vivent aux abords des domaines skiables, et notamment lorsque la pratique du ski se déroule dans des zones d'hivernage, c'est-à-dire les secteurs où les espèces passent l'hiver. Définir une espèce plus impactante que l'autre, ça paraît un petit peu difficile à faire. Je pense que toutes les pratiques peuvent être impactantes. Par contre, il existe des solutions pour limiter ces impacts et pour concilier les pratiques de loisirs et la faune sauvage. D'accord, très bien. Et quelles peuvent être les conséquences sur la faune Alors, les conséquences sur la faune, c'est souvent des conséquences qui sont toujours indirectes, c'est-à-dire que quand vous dérangez une espèce pendant la période de reproduction, le pratiquant qui dérange l'espèce, il va voir une espèce qui va s'en aller, il n'a pas l'impression de la déranger parce que l'espèce ne va pas mourir sur le champ. Par contre, le dérangement en période de reproduction peut faire qu'on a des poules, par exemple de tétras, qui vont abandonner leur nid, donc du coup, il n'y aura pas de naissance. Ou en hiver, à contrario, on peut avoir des tétralyres ou des chamois qui vont être dérangés en pleine période d'hiver, et le dérangement va générer une dépense d'énergie pour ces espèces, et à force de dépenser de l'énergie, ces espèces n'arriveront pas au printemps suivant, et risquent de mourir d'épuisement parce qu'elles n'auront plus suffisamment de ressources pour passer la mauvaise saison. Et donc le tétra et le bouquetin sont les espèces les plus sensibles? Alors, c'est pas le bouquetin, c'est le chamois. Oui, le chamois, oui. J'allais dire que toutes les espèces sont sensibles. Quand vous êtes en hiver, qui fait moins 15, moins 20 degrés la nuit, que la journée il y a de la neige, que l'accès à la nourriture est compliqué, toutes les espèces vivent dans des conditions qui sont particulièrement dures. Généralement, la stratégie en montagne pour ces espèces, c'est d'aller vivre dans des zones dites d'hivernage, c'est-à-dire des zones qui vont être a priori moins dérangées, des zones qui vont être mieux exposées, c'est-à-dire qui vont déneiger plus rapidement. Mais malgré tout, malgré le fait qu'elles soient sur ces zones entre guillemets plus confortables, ça reste des conditions de vie qui sont extrêmement difficiles. Et la stratégie pour ces espèces, c'est dépenser le moins d'énergie possible pour avoir suffisamment de réserves pour atteindre le printemps. Donc j'allais dire, toutes les espèces sont sensibles. On a coutume, nous, de parler du tétralyre parce que c'est une espèce qui est effectivement emblématique,
mais toutes les espèces sont sensibles au dérangement, parce que je vous le rappelle, on parle de montagne, on parle d'hiver et on parle de conditions assez difficiles et rudes. Pour ce qui est de la période de reproduction, c'est pareil. La période de reproduction, c'est la période qui assure le renouvellement des populations. Et pour que les espèces se renouvellent, il faut qu'elles puissent se reproduire dans de bonnes conditions. Si elles ne se reproduisent pas dans de bonnes conditions, on a des taux d'accroissement qui sont nécessaires, enfin obligatoirement moins importants. Et du coup, ça impacte très directement les populations. Et donc, quels moyens sont mis en place pour sensibiliser les pratiquants? Alors, les moyens mis en place, ils sont divers et variés. À la Fédération des chasseurs, on travaille de plus en plus sur ces problématiques-là. Donc, concernant la période de reproduction et la période d'hivernage, on travaille beaucoup, on essaye de beaucoup développer les aspects sensibilisation et communication. Sensibilisation auprès des pratiquants de la montagne. Par exemple, en été, typiquement, c'est de demander aux gens de tenir leurs chiens en laisse, parce que les chiens en divagation, ça crée pas mal de problèmes de dérangement, notamment pendant les périodes de reproduction. C'est de rester sur les sentiers, hein, essayer d'éviter de quitter les sentiers et d'aller en forêt, parce qu'en dehors des sentiers, les animaux, la faune sauvage, elle est dérangée. La faune sauvage est habituée à ce que les gens empruntent des sentiers, et dès que les gens quittent les sentiers, on génère du stress chez les animaux sauvages. Et il y a des études suisses très, très claires qui l'ont montré. Et en hiver, c'est un petit peu la même logique. On va essayer de demander aux skieurs, que ce soit dans les domaines skiables, ceux qui font du hors-piste, ou les skieurs de randonnée, ou les randonneurs en raquette, on va leur demander de rester sur les itinéraires, j'allais dire, tracés, hein, pour les raquetteurs. Et pour les skieurs de randonnée, on va leur demander, autant que faire se peut, de rester dans les parties dégagées des alpages, essayer d'éviter les zones boisées, et si possible, d'éviter de faire plusieurs traces. Alors ça, je sais très bien que c'est compliqué, hein, parce que les gens qui vont faire de la peau, on est tous pareils, ils ont envie de descendre dans des champs de poudre, etc. Mais voilà, on essaye par la sensibilisation de faire comprendre aux gens qu'en hiver, il y a des espèces qui essayent de survivre dans des conditions particulièrement difficiles. Et donc, par des gestes assez simples et par le respect d'un espèce de guide de bonne conduite, on peut arriver à concilier les deux pratiques. Dernier point, à la Fédération des chasseurs, on essaye de développer depuis quelques années de la mise en défense, c'est-à-dire que quand on arrive à identifier des zones d'hivernage de la faune de montagne, par exemple pour le chamois et pour le tétras, de plus en plus, on identifie ces zones d'hivernage. Autour de ces zones d'hivernage, on met des piquets avec des cordes, type des cordes de bord de piste, hein, que vous avez sans doute l'habitude de voir. Sur ces cordes de bord de piste, on met des panneaux d'information. Et l'idée, c'est de demander aux skieurs de ne pas pénétrer ces zones d'hivernage, de skier autour où ils veulent, mais de respecter ces zones d'hivernage pour ne pas déranger les animaux. Donc on a déjà plusieurs expériences. Hein. Dans la vallée des Aravis, on a mis ça en place à la Croix-Frie l'année dernière et au Grand Bornand, dans le secteur du Lachat et du Marolly. Et ça, c'est des choses qui fonctionnent relativement bien, hein, puisque les premiers retours sont assez intéressants. Donc sur toutes ces mesures de dérangement, la bonne solution, c'est la sensibilisation des acteurs et des usagers de la montagne, pour qu'ils comprennent qu'on peut faire du ski, on peut se faire plaisir, mais avec un minimum de règles de bonne conduite, on peut concilier également la préservation de la nature.